Et salut les followers! Je rêvais de faire, ce coup-là, en allant en stream. Salut Jihad, Salut Steven. tu vas bien? Oui, très bien et toi? Eh bah, super, super, ravi de retrouver tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler, un peu IA, je pense, hein. Je te propose de commencer par toi, de te présenter, du coup, Ok, pour dire un peu à tout le monde qui tu es. ça marche. Bon, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Jihad, je suis la team leader de l'équipe AI Solutions. Donc, c'est l'équipe qui travaille sur tous les produits d'intelligence artificielle pour nos clients, donc d'OVH Cloud. L'équipe, elle est constituée principalement de machine learning engineers, donc d'excellents machine learning Oui, oui, engineers. oui, oui, on a la chance. Et j'ai rejoint OVH Cloud il y a un peu plus de 3 ans. OK, super. Moi, je me présente rapidement, je suis Stéphane Flippard, développeur advocate, IA Cloud Native. Donc moi, je suis celui qui embête les équipes, de Jihad avec des questions, débiles parce que j'essaie de comprendre, ce Il n'y a qu'on pas de fait. question de Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc aujourd'hui, ça va être assez dense. Donc si vous avez des questions, vous nous les posez, on essaiera d'y répondre. On a un petit retour là sur le côté pour vous donner un peu de colis, donc on essaiera d'y répondre au mieux. L'objectif, ça va vraiment avec Jihad, on voudrait vous présenter comment vous allez pouvoir faire de l'IA avec OVH Cloud. Il y a plein de façons différentes d'en faire. Il y en a des legacy quasiment dans le monde de l'IA, hein. Quand ça a plus de 2 ans, c'est que c'est legacy. Il y en a qui vont arriver parce que ça bouge très très vite. C'est quand même, on va pas se mentir. Donc on va vous proposer vraiment de faire un tour d'horizon. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire des petites démos, alors plus ou moins profondes parce qu'on a beaucoup de matière et on a peur avec Jihad que ça ne tienne pas sur le créneau. De toute façon, comme d'habitude, je le dis maintenant, mais on le rappellera à la fin, post-live, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Discord. Il y a notamment tes équipes qui sont Exactement. très actives dessus et ça, c'est un vrai plus au sens vraiment contact communautaire. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment cool. Je le rappelle aussi, le Discord n'est pas le support OVH Cloud Non, officiel, hein, on est exactement. d'accord. Donc, Tous nos produits sont en prod, donc pour les bugs, les problèmes et tout, vous passez par le support. Par contre, si vous avez des questions, vous avez des propositions, vous avez aussi besoin d'interagir avec les équipes, donc c'est par Discord. voilà, c'est nickel. Eh ben, on attaque. Donc, je vais partager mon écran. On va commencer par le site, le website OVH Cloud pour voir un peu ce qu'il y a comme offre. Et puis après, on va tranquillement essayer de voir les produits plus dans la profondeur. Euh, Est-ce que j'ai mon écran qui est partagé? Non, peut-être pas. Déjà pas. Allez, on va en live tenter ça, pas ça chez vous. Hop, hop, et on le fait. Tac. Et normalement, je devrais arriver. Voilà, on a l'écran qui est partagé. Donc ça, c'est le website OVH. Bon, je vous laisserai aller le voir. Moi, ce qui va m'intéresser de voir avec toi, Jihad, c'est qu'on a une première offre. Alors, on va en faire 30 secondes parce que c'est clairement pas notre domaine de prédilection. Donc, c'est pas le but aujourd'hui. Mais c'est voilà, si vous êtes des consommatrices et consommateurs de barres métal, on a une offre basée sur des GPU, principalement des L4, je crois. Je connais pas toutes les cartes. Mais en gros, voilà, si vous êtes habitué à faire ça, vous pouvez le faire. On n'en parle pas beaucoup avec Jihad parce que là, on est vraiment assez loin de ce qu'on fait nous tous les jours. Très peu de managers puisque c'est l'optique, c'est d'avoir du matériel et vous devez, en gros, installer un peu tout ce que nous, on va vous montrer. Et donc, c'est quand même plus sympa si c'est managé au final. On ne Tout va pas à se fait. mentir. Donc, c'est vraiment de la consommation GPU brute. Ouais, Et on est sur la première couche pour les personnes qui veulent tout maîtriser, installer et gérer leurs différentes couches. voilà. C'est pareil, je ne parlerai pas de Second Cloud aujourd'hui non plus. Nos équipes travaillent dessus pour, alors, parce que ça m'y fait penser en fait avec la partie un peu pure matérielle. Nos équipes travaillent dessus pour offrir une réponse GPU Second Cloud. Je ne sais pas où ça en est, je ne sais pas si c'est déjà prod ou tout ça. Je sais qu'en tout cas, ça va arriver très vite. Mais c'est pareil, c'est un autre domaine, ça implique plein de choses. Alors, rentrons dans le dur. Normalement, j'ai fait mon travail et j'ai des petits onglets. Donc, la première chose qu'on va rapidement vous parler, ce sont ce qu'on appelle les instances cloud GPU de VH Cloud. Là, pareil, on est dans du connu. On va parler des VPS, donc des instances. On va parler un peu de Kubernetes après. Là, c'est quoi? On monte d'un cran dans la. Ce qu'on offrait, on a les cartes assez classiques, H100, V100S, etc. Pour l'instant, avec ça, on couvre quand même beaucoup de use cases. Exactement. Hein. En tout cas pour l'IA, Ouais, ça pour l'IA, devrait faire. ça, inférence et entraînement, normalement, on est bien. Et là, par contre, je vais montrer après un peu le manager, mais on est d'accord qu'on offre l'OS, on offre les cartes, enfin on offre, il faudra quand même payer un petit peu à un moment Oui. donné. Par contre, il faut avoir de la connaissance, tu parles de TML Engineer, il faut savoir un peu faire ce boulot-là pour mettre à dispo potentiellement des modèles. Exactement. Donc, on reste quand même sur des personnes qui ont cette expertise et qui sont capables de gérer par eux-mêmes
et donc d'utiliser l'infrastructure qu'on leur met à disposition. Okay. Donc, il y a une gestion d'infra qui est nécessaire. Voilà, qui est là. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne le fais pas, parce que je ne sais pas déployer un modèle tout seul. Donc, ça, c'était un peu pour la partie qu'est-ce qu'il y a. Donc, vous montrez rapidement, on a exactement la même chose sur du MKS, sur la partie Kubernetes. Bah, vous devez être assez au courant, c'est que nos Kubernetes, en fait, pop leur node sur nos VPS. Donc, si on a du GPU côté VPS, on a du GPU côté Kubernetes. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui l'utilisent. Je fais un petit coucou à Rémi, d'ailleurs, qui est un de nos bêta-testeurs préférés, limite développeur advocate OVH Cloud, qui utilise Kubernetes, qui a fait beaucoup de tests avec nos MKS, notamment avec les opérateurs officiels NVIDIA, qui fonctionnent plutôt pas mal. Il faut un peu d'huile de coude, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Mais donc, du coup, si vous voulez un peu faire ça, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le MKS, ça peut vous répondre à votre besoin. Du coup, je vous montre juste dans la console d'admin ce que ça donne. Là, je suis sur la partie instance. Dans la console d'admin, vous avez un petit onglet GPU ici. Et on va retrouver les différentes flavors que j'ai montrées tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs versions selon la RAM, mais au final, la carte derrière, on voit que c'est les cartes que j'ai montrées tout à l'heure. Vous choisissez, vous créez votre instance, vous vous connectez en SSH dessus, et puis vous installez tout ce qu'il y a besoin d'installer et vous gérez vos modèles. Kubernetes, c'est pareil. L'avantage des node pools, je le rappelle juste en 2 secondes, c'est que vous allez pouvoir dédier un node pool au GPU sans devoir mettre tous vos clusters Kubernetes sur des GPU, ce qui fait quand même ça va coûter moins cher. Donc, typiquement, on pourrait imaginer un node pool pour vos applications standards en CPU ou faire de l'inférence. On peut faire de l'inférence parfois en CPU, même si c'est de plus en plus rare quand même. Voilà, c'est sur vraiment des petits modèles. Voilà, moi je le fais encore avec YOLO, ça passe encore à peu près. Et après, c'est compliqué. Et puis, garder les GPU pour vraiment tout ce qui est gros modèle au final. Exactement. On ne va pas en dire beaucoup plus sur la partie Kubernetes, instance, parce qu'on a plein de choses à vous parler sur les autres modèles, enfin sur les autres produits, pardon, et donc on voudrait vraiment pas perdre trop de temps dessus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis, de toute façon, si vous avez des questions sur Kubernetes, vous en parlerez à ma collègue Aurélie, qui est en backstage aujourd'hui. Ce sera un plaisir de vous répondre à tout ça. Allons sur notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'IA et machine learning. Donc, nous, c'est un écosystème avec 2 typologies de produits, je vais les appeler comme ça, bien différentes. On a la partie ce qu'on appelle MLS, Machine Learning Services, qu'on va parler juste après, dont on va parler juste après, et la partie AI Endpoint, qui est plutôt un produit récent, qui avril 2025, la JA, je crois, de mémoire. En avril 2025. Donc voilà, donc on va prendre le temps un peu de vous montrer ce qu'on peut faire pour voir que on peut faire pas mal de choses. Sur cet écosystème, si vous allez sur le site web, on retrouve ce qu'on va vous montrer juste après, les notebooks, training, deploy, donc ça c'est la partie MLS, et endpoint, c'est la partie endpoint. On va commencer par MLS du coup. Ouais. Donc, MLS, Machine Learning Services, c'est notre offre classe IA chez OVH Cloud. Donc, elle est destinée principalement à des data scientists et des ML engineers. Donc, on reste quand même avec une expertise en intelligence artificielle pour pouvoir utiliser nos produits. Et donc, comme l'a montré Stéphane, on a 3 produits, donc AI Notebooks, AI Training et AI Deploy. Là, vraiment, l'objectif, c'est de dire comment passer du notebook à la prod sans gérer l'infrastructure. Donc, tout ce qui est gestion d'infrastructure, il est fait à notre niveau, il est fait par Donc, on gère l'infra, on gère aussi, du coup, un peu de couche logicielle, c'est-à-dire qu'on est sur une approche un peu PaaS, du coup, parce que tu parlais des notebooks, mais les notebooks, nos clients ne les déploient pas. On verra en plus qu'on apporte un peu d'autres choses plutôt sympas. Et pareil pour training et deploy, même si on va dire, la partie visible logicielle est surtout sur le notebook, parce qu'il y a justement ce Jupyter Notebook qu'on voit tout ça. Mais, donc, on est vraiment sur un profil. Alors, moi, je dis souvent ML Engineer, mais aussi Data Scientist, parce que le notebook, c'est leur produit. Et un petit peu, comme moi, déjà, les développeurs peuvent déjà commencer, parce qu'on va voir qu'on a 2-3 trucs. Mais comme je dis toujours, quand vous êtes dev, en ce moment, tous les devs s'intéressent, enfin, j'espère pour vous, à l'IA. Rapprochez-vous quand même de temps en temps de vos ML Engineers ou Data Scientists, parce qu'il y a des choses qui ne s'inventent pas en fait dans ce monde-là. Il y a il y a des choses qui sont spécifiques au modèle, qui sont importantes à connaître en fait, pour pouvoir bien l'utiliser, les utiliser au mieux. Moi, je fais souvent la comparaison avec Kubernetes. Si je suis dev, je connais très bien Kube, mais à un moment donné, je me rapproche de mes admins Kube parce qu'il faut configurer un truc et je suis plutôt rassuré si c'est des spécialistes qui le font. Et je te propose, on va découvrir petit à petit nos produits. Donc, encore une fois, je montre d'abord le website, mais on verra après. Notebook, tu en as un peu parlé. Le grosse plus-value, c'est qu'on va vraiment fournir infra et logiciel.
exactement. Donc, c'est un environnement de développement. Voilà. Ça permet aux clients d'explorer en fait leurs données, de faire le développement et tout. Donc, on propose 2 environnements, donc Jupyter Lab et VS Code, Ouais. donc, du coup, qui sont déjà prêts à être utilisés, et avec des images, en fait, des frameworks IA qui sont aussi disponibles, qui ont un life cycle bien maîtrisé, donc qui sont maintenus par nos équipes pour vous permettre vraiment d'avoir les images les plus récentes et surtout assurer le maintien en fait dans le temps de ces images-là. Ouais, ça c'est super important parce que si vous avez déjà, alors moi je suis pas un développeur Python, hein, mais il y a quand même des dépendances à gérer. Il y a aussi un truc qu'il faut pas sous-estimer, c'est CUDA. CUDA installer, le configurer et tout ça, c'est quand même hyper compliqué parfois. Et donc tout ça fait que vous passez un temps fou à gérer vos dépendances et pas à gérer votre cœur de métier en fait. C'est vraiment de faire ça. Donc là, on va apporter ça. On verra après dans la petite démo, on a la partie data, on va la gérer assez naturellement avec notre Object Container Storage compatible S3. Mais au final, vraiment, c'est le cœur de métier, c'est ce que tu as dit, hein, c'est vraiment les produits comme ça. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour, comme ça, on pourra commenter tout ce qu'on vient de vous dire. Alors, avant de commencer, là, je suis sur le dashboard de l'écosystème AI complet. On voit que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un peu ici vraiment le chemin logique quand on fait de l'IA, j'allais dire legacy, mais non, enfin de l'IA traditionnelle. Celui qu'on a fait depuis des années, c'est qu'on a la partie données, voilà, machine learning, comme tu dis. Donc, la partie données, donc ça, c'est du S3 chez nous. Tout à fait. La partie notebook qu'on va regarder, donc on voit qu'on peut voir un peu ce qui est actif et arrêté. Training, on va en parler, et deploy, on va en parler. J'en parle tout de suite parce qu'on a ici une doc, on a une CLI qui s'appelle OVH AI, qui s'installe sur quasiment tous les OS, en tout cas macOS, Windows et Linux, de manière très simple, qui va permettre de faire tout ce qu'on va montrer là et un peu plus. Tout à fait. Donc, du coup, elle permet vraiment, enfin, tout ce qu'on va montrer sur le manager, c'est pilotable avec la CLI. Et donc, voilà, ça facilite aussi l'utilisation pour les utilisateurs qui le souhaitent. Ouais, et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on va voir qu'on peut automatiser des arrêts et des démarrages. Tout à fait, Et donc, quand on veut commencer à mettre ça dans une CI, dans automatiser des choses, ça nous aide quand même beaucoup plus que de repasser par là. Parce qu'on pourrait utiliser aussi des calls API, parce qu'on a aussi une API qui est… Mais bon, voilà, la CLI, c'est quand même bien pratique. Donc, je fais vite fait le tour. Alors, les users sont des users au sens AI. Ça, je peux encore le montrer. Après, je pourrais plus vous montrer beaucoup de choses, mais voilà. Les tokens, ce sont les tokens AI, mais ça, je sais pas si… si, oui, ils sont pas affichés, donc je peux vous les montrer. Ouais. Donc, ça, ce sont tous les tokens que moi, je peux utiliser. Là encore, c'est pourquoi? C'est parce que on vous apparaît qu'on a des produits comme le Jupyter dont tu parlais, on va l'exposer potentiellement pour qu'il soit consommé par d'autres. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent, en fait, qu'ils montent une sorte de… Alors, j'aime pas le terme parce que maintenant, il a été un peu dévoyé, mais de forge, en disant j'ai des équipes de data scientists et de ML engineers. Par contre, moi, je veux centraliser comment je crée tout ça. Et donc, ils créent beaucoup de tokens pour pouvoir vraiment cibler les équipes. C'est quelque chose qui arrive souvent, surtout côté DSI. Donc, du coup, qui veulent vraiment centraliser l'usage et après, ils créent des tokens en fonction des équipes et ils peuvent aussi gérer l'utilisation et suivre l'utilisation de chaque équipe. Tout à fait. Et donc ça, c'est super pratique. Donc moi, j'aime beaucoup. Je vous montre pas l'onglet Docker Registry parce que on voit les logins, même si on voit pas les passwords, mais on voit les logins. Mais ouais, on va éviter de faire une fuite de données en plein live. Ce que je veux juste dire, c'est que ça, par contre, c'est quand même important, c'est qu'on va voir que derrière, on manipule des images. Bien sûr, vous pouvez mettre vos images sur Docker Hub en mode public nativement, on va pouvoir les récupérer. Nous, on fait aussi des registries privés. Hein. On a une offre Arbor, donc c'est aussi compatible. Au final, nos produits sont compatibles avec n'importe quel registry privé qui va exposer publiquement une URL. Par contre, en général, on met une petite sécurité et donc c'est là où on va rajouter des comptes pour pouvoir faire des pools et essentiellement sur nos images. Et on offre une registry temporaire, enfin volatile, en mode dev. On est d'accord, Jihad? C'est ça. Pas en prod? Non. Ok. Vraiment, c'est pour la partie dev et pour tester et c'est volatile, quoi, comme tu Voilà. dis. Donc, on s'autorise en fait à pruner les images si jamais ça prend trop de place. Donc, par contre, pour tester, c'est vraiment bien pratique. Le private Git repository, c'est pareil, c'est si vous voulez automatiquement, alors on le verra après quand on va créer un notebook, hein, mais vous pouvez monter enfin,
automatiser le pool de code source, et soit via des guides publics, et là, bon, il n'y a pas de question, soit on enregistre ici. Et puis le S3, on en a parlé un peu avant. Donc, je te propose qu'on aille voir un peu pour créer un notebook. Donc là, j'en ai créé quelques-uns parce que j'ai fait quelques tests. J'en ai un qui est déjà run, donc je pourrais le montrer tout à l'heure. Et on va retrouver vraiment tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant. Donc, bon, on lui met un petit nom. La première chose, c'est sa localisation. Donc, aujourd'hui, c'est Gravelines ou Beauharnois. Tout à fait. Okay. Et donc, le client, il choisit en fonction de son besoin, en fonction de là où il se situe aussi. Ouais. Donc, voilà, c'est les 2 localisations communes. Alors, je ne sais pas si j'ai raison. Peut-être que j'ai tort. En live, tout le monde va voir que je suis un imposteur. Moi, je dis souvent, si vous avez vos données S3 qui sont à Gravelines, par exemple, mettez plutôt vos notebooks et tout ça vers Gravelines, ça évitera… Je dis aussi. Ok, donc, je confirme. C'est bon, Jihad vient de valider en live. Donc, voilà. Alors, parfois, vous n'avez pas le choix, même si, au final, notre architecture technique, sans rentrer dans le détail, on fait quand même de la réplication de données. Donc, je présume que ça ne se sent pas tant que ça. On ne va pas aller écrire à l'autre bout du monde à chaque accès. Mais quand même, cette réplication, justement, elle a un coût. Et donc, si vous commencez à mélanger 2 zones, je pense que vous allez le ressentir à un moment ou à un autre. Après, on retrouve nos flavors. Tout à fait. Donc, on retrouve les différentes ressources. Donc, ça reprend quasiment les ressources qui sont disponibles côté PCI, donc Public Cloud. Et on voit aussi, là, on remarque que le prix, c'est par heure. Donc, oui, ça, c'est important. C'est super important. Vous payez vraiment ce que vous utilisez. Et donc, du coup, il n'y a pas de mauvaise surprise, on va dire, sur le prix à la fin. C'est ça. Et c'est doublement important parce qu'on a très peu de produits chez OVH où on est facturé à l'heure. On est plutôt facturé en général au jour ou au mois. Et alors, peut-être que je dis encore une bêtise et tu me reprendras. Pour moi, c'est facturé à l'heure, voire même si je consomme moins d'1 heure, c'est rapporté au prorata. C'est ça. Okay. Tout à fait. Donc, c'est important parce que ça ne paraît pas grand-chose quand on prend un VPS CPU qui coûte 10 centimes de l'heure peut-être, mais quand on a des GPU, on est peut-être à une demi-heure près parfois. Donc c'est plutôt cool. Donc ça, on a ça. Cette liste-là, elle est fixe ou elle peut changer un peu de temps en temps? Changer. Okay. Et justement, on attend d'avoir des nouvelles cartes, des nouvelles GPU qui sont plus puissantes pour la partie IA qu'on va ajouter bientôt. Super. Donc voilà, si vous avez des questions sur quand est-ce qu'une nouvelle carte arrive, bientôt. Bientôt. C'est la réponse la plus adaptée qu'on peut faire. Sur les dates. Voilà. Donc, quantité de ressources, ça, c'est assez classique. On peut prendre plus ou moins de cartes. Je crois qu'on peut monter à 4 maximum de mémoire. Faites attention, alors ça paraît évident, je pense, pour les gens qui font du ML Engineer et tout ça, c'est que tous les frameworks Python ne sont pas compatibles avec du multi-GPU. Donc, faites attention parce que c'est pas évident que ça marche toujours. Donc, si vous mettez 4 cartes, ce serait dommage d'utiliser un framework qui vous restreint, par exemple, à ne gérer qu'une seule carte. Parce que, du coup, et à l'inverse aussi, en fonction de votre cas d'usage, essayez de choisir la carte la plus pertinente. Parfois, ça peut être overkill, si vous avez un cas d'usage assez simple, ou à l'inverse, pas assez. Donc, du coup, là, on part du principe que les utilisateurs, en fait, ils ont cette connaissance-là. C'est ça. Ils arrivent à identifier, on va dire, en fonction de leur cas d'usage, mais c'est important, en fait, de le savoir, surtout quand on voit que toutes les cartes ne coûtent pas pareil. C'est ça. Alors, moi, ce que je fais, peut-être que je ne fais pas bien, mais ce que je fais souvent, c'est qu'avec les notebooks, j'essaie de prendre une petite carte. Alors, j'ai essayé de le faire en pure CPU. Parfois, c'est un peu limite. Et c'est surtout que, par exemple, si on prend… moi, j'utilise du coup nos images avec Python et tout ça. C'est que si on prend CPU, la partie CUDA n'est pas forcément la même. Donc, c'est quand même bien de prendre un GPU pour être in situ. Mais par contre, souvent, je prends des L4, des V100S quand je peux. Alors, c'est pareil, il y a de moins en moins de frameworks qui sont compatibles V100S. Donc, ça, c'est un peu problématique. Mais du coup, moi, je fais ça. Mon notebook, je le mets sur des petites cartes et on verra pourquoi. Parce que sur la partie training, moi, j'utilise plutôt là des grosses cartes. Donc, voilà, vous pouvez choisir vraiment la carte que vous voulez. Après, c'est la nouvelle refonte de la partie administration. On a vraiment tout qui arrive en parallèle. Bon, les frameworks, on en a parlé, tu en as parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est pas la seule grosse plus-value, mais c'est une des grosses plus-values d'utiliser le produit AI Notebook plutôt que de l'installer soi-même sur une infra. C'est de se dire, moi, je fais souvent Miniconda, parce que je ne suis pas assez fort pour faire du Tensor directement ou des choses comme ça. Mais là, du coup, en sélectionnant ça, et ici, j'ai un choix de version, je me retrouvais avec quelque chose qui a été packagé pour moi, et du coup, je n'ai pas besoin de le gérer. Et par rapport aux versions, ce que je disais tout à l'heure, donc il y a un life cycle et tout, et donc nous, on maintient les 3 dernières versions. OK. Tout à fait.
Ça veut dire que si jamais, par exemple, là, je suis dans la version celle-ci, je laisse beaucoup de temps et en fait, la version que j'utilisais n'est plus proposée. Alors, tu peux toujours Je peux l'utiliser. toujours l'utiliser. Par contre, elle ne sera plus maintenue par nous. D'accord. Donc, du coup, il faut faire attention à ça. Tout ce qui est faille, machin, j'ai un Voilà, risque. exactement. Ok. Donc, nous, on va la supprimer, on va dire, on ne va plus la proposer pour les nouveaux clients. Mais par contre, les anciens clients qui l'utilisaient, on ne va pas leur arrêter l'accès. Ok. Ils peuvent continuer à l'utiliser. Un peu comme on fait avec du cube, par exemple, où on a des gros warnings disant « Ça serait bien que vous fassiez les mises à jour », mais heureusement, nos pods continuent de se déployer correctement. Donc là, alors ça, c'est assez stable, nos images, parce que alors déjà, on a quand même une bonne partie. Et puis à un moment donné, il y a aussi, enfin moi je fais Miniconda parce que j'installe moi-même mes dépendances et il y a quand même pas mal de gens qui font comme ça. Donc derrière, tu en as parlé, Jupyter Lab ou VS Code. Je ne parle pas de la partie Jupyter Lab collaboratif. Alors, ça marche. Moi, je suis moins fan, c'est que c'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison. Donc voilà, c'est Octogone, faites votre code source et puis on verra bien comment ça se passe. Mais ça existe. Alors moi, ça a intéressé des clients très récemment qui me disaient que ils verraient bien un sandbox comme ça pour une équipe où justement ils partagent un Jupyter pour se mettre les idées, se mettre les trucs et tout ça. Donc ça, je pense que ça a une vraie plus-value pour ça. Après, sur vos environnements, vous, un peu sérieux, je dirais, de recettes ou de même de dev, le vrai Jupyter Lab est pas mal. Le VS Code marche bien. En gros, c'est VS Code avec les plugins Jupyter. C'est ça. Et pour le Jupyter Lab collaboratif, nous, on a beaucoup de clients qui font les hackathons. Ah bah oui. Oui. Donc, pour ce cas d'usage, je trouve pertinent. Oui, ça permet vraiment ça, de génial, partager, de travailler en parallèle. Mais je suis d'accord avec toi que pour, on va dire, de la vraie prod et tout, il vaut mieux rester. J'aime bien être dans mon coin. Voilà. Mais donc voilà. En tout cas, ça existe. Ouais, ça existe, ça fonctionne et il est managé de la même façon, donc il n'y a vraiment aucun souci. Privacy, bah, c'est comme son nom l'indique, c'est-à-dire que si là je suis comme ça, je suis tout seul à le voir, il n'est pas publié sur Internet. Si je mets Public Access, il est publié sur Internet, en général protégé avec un token ou avec un compte, hein, parce que c'est quand même un peu mieux. Non, c'est l'inverse, pardon. Le public, il n'est pas protégé, et restrict, il va y avoir un compte. Moi, je fais beaucoup de démos, donc je l'ai souvent public access, mais c'est clairement pas la bonne pratique, hein, parce que n'importe qui peut accéder à mon notebook. Puis, bah, faites attention, il y a potentiellement des données qui sont dedans qu'on n'a pas envie de montrer. Donc, mettez plutôt restrict à chaque fois, c'est quand même plus sécure. L'expiration, donc c'est une nouvelle chose qu'on a mis en place pour éviter de surconsommer en fait du GPU quand on n'en a pas besoin. Donc, parfois, ça peut arriver que des clients oublient leur notebook, enfin, qui tourne et tout. Donc là, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment un shutdown au bout de 7 jours. Mais les clients, ils ont aussi la possibilité de choisir l'auto-restart, donc de relancer le notebook de manière automatique. Comme ça, voilà, s'il y a le shutdown, bah, ça se redémarre tout seul, enfin, automatiquement. Ça, c'est cool. Et donc, voilà, c'est ça en moins à penser. C'est ça, c'est ça. Et j'en profite parce que on a tout à l'heure parlé de facturation. Votre notebook, quand vous allez lancer un entraînement, donc là, il va tourner, il va consommer le GPU, mais que vous ayez lancé une cellule ou pas, votre notebook, quand il est run, il est facturé. On est d'accord. Donc, ce n'est pas parce que votre entraînement est fini, si vous n'éteignez pas votre notebook, la facturation continue. Pensez-y, s'il vous plaît, parce que sinon, comme dit Jihad, si vous l'oubliez dans un coin, bah, ça peut commencer à… Vous voyez, là, j'ai pris quoi? Alors, je crois que j'ai fait 4. Hein, ouais. 4, ce n'est pas le use case, mais je suis déjà à 7,70 € de l'heure. Il ne faut pas que j'oublie quand même trop longtemps parce que je vais commencer à le sentir. Donc, voilà, faites attention à ça, c'est important. Pareil pour la partie data, on ne l'a pas dit, mais on est toujours comme d'habitude, on ne vous facture pas les transferts de données, c'est vraiment le stockage qui est important. Donc ça, c'est vraiment à rappeler, hein, quelle que soit la quantité de data que vous transférez, vous n'aurez pas de surprise là-dessus, prédictif, comme disait Jihad. Mais par contre, plus vous êtes donné, bah, plus vous allez être facturé, ce qui paraît normal, hein, faut bien stocker à un moment donné. Donc ça, c'est pour la petite nouveauté. Et puis après, on parlait data, justement, les volumes. Donc ça va être la possibilité de vous aider. Parce que, alors, depuis votre notebook Jupyter, bien sûr, vous pouvez accéder à vos objets conteneurs S3 si vous voulez y accéder vous-même. Mais du coup, nous, on vous permet de directement faire… Alors, si on rentre un peu dans le dur, on va en fait vous monter un volume au sens Kubernetes du terme, et vous allez accéder à vos données directement. Et donc, pour ça, typiquement, Data Store, on va dire, c'est les typologies de types de données et d'endroits où je peux accéder. Hein.
Et puis derrière, on va retrouver, typiquement, voilà, moi j'ai déjà des containers. Je peux choisir l'endroit où je le monte. Donc ça va être l'endroit, je le montrerai juste après, qui va apparaître dans le Jupyter Notebook, c'est ça. Donc moi, j'aurais l'impression d'avoir un file system. On est bien sur du S3, par contre, derrière, Et puis derrière, faire attention, read-only ou read-write. Nous, on conseille read-only ou read-write. Oubliez un peu le read-write-delete parce que c'est toujours un peu compliqué avec les synchros de données. Vous pouvez avoir un use case qu'on a besoin, donc c'est compatible, mais nous, on vous conseille vraiment plutôt de viser le read-write plutôt que le read-write-delete. Et la petite subtilité, parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est la partie cache, parce qu'on va parler d'autres produits. On vous a dit que les data, on va les chercher. Et donc, si vous ne voulez pas de la synchro à chaque produit, l'avantage du cache, c'est que vous allez avoir en temps réel sur les 3 produits un partage de données. Donc ça, c'est sympa aussi. Tout ça, ça peut être synchronisé manuellement aussi. Tout à fait. Donc en tout cas, en fait, on a essayé de penser vraiment le truc dans sa globalité pour simplifier la vie aux clients et pour qu'ils se concentrent surtout sur le cœur du sujet, qu'ils se concentrent sur leur modèle, sur leur cas d'usage d'IA. Et le reste, on gère. On gère, voilà. Donc, pareil, les données, vous pouvez accéder à l'extérieur et les uploader. Alors, il faudra faire une synchro ou des choses comme ça, mais il y a tout ce qu'il faut dans la CLI d'OVH. Donc, voilà, vous avez vraiment vos données, vous en faites ce que vous voulez et vous pouvez y accéder. Pareil pour la partie Git. Alors là, je ne vais même pas mettre d'exemple parce qu'en fait, le petit exemple qui est déjà là, ça suffit. Vous mettez un Git repo public. Si c'est un privé, je vous rappelle, vous pouvez le faire, le déclarer ailleurs. Pareil, un point de montage où il va cloner en fait le repo. Et pareil, est-ce que c'est lecture-écriture? Alors, la permission, elle est moins grave parce que, alors vous pouvez avoir des cas où vous allez avoir envie de repousser le code dans le Git, mais très souvent, moi je mets read-write, c'est juste que parce que parfois ça me génère des fichiers. Mon notebook, il me génère des trucs et donc ça m'écrit là où j'ai ouvert mon notebook. Donc ça évite de gérer des chemins, mais c'est parce que je suis un développeur qui ne fait pas bien son boulot. Mais, Stéphane. mais donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez en rajouter autant. Alors on peut en rajouter plusieurs, donc ça c'est plutôt sympa. Les labels, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec les comptes. Moi je résume ça, tu vas me dire si j'ai raison, comme une possibilité de ranger et de faire des groupes en fait de notebooks et de pouvoir appliquer certains droits dessus d'un coup, quoi. Sur les mêmes notebooks qui sont dans le même, on va dire, le même cluster. Voilà. Donc, par exemple, je pourrais avoir un groupe que j'appellerais dev, un autre staging ou des choses comme ça. Ça a du sens. Et puis, après, potentiellement, pour ceux qui aiment le SSH, vous pouvez associer une de vos clés SSH pour vous connecter en SSH sur le notebook. En toute honnêteté, moi, j'en vois pas l'utilité. Parce que déjà, je vais vous montrer, on a accès au log, et puis même connecté au SSH, vous ne pouvez pas faire grand-chose sur le notebook, sachant que le notebook, il a son terminal. Donc, mais on l'a donné la possibilité parce que le truc, il tourne, et donc autant en profiter, quoi. Est-ce qu'on a oublié des choses sur la partie création? Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Je pense que c'est pas mal. Donc, du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Est-ce que je tente un back? Non, je tente un back comme ça non plus. Je vais tenter un back comme ça. Alors. Voilà. Je voudrais juste revenir. Voilà. Une fois qu'on l'a créé, en fait, on a un petit raccourci pour directement le lancer. Exactement. Et quand il est encore en cours et qu'il n'est pas stoppé. C'est ça. Voilà. Et là, voilà, on arrive. Donc, je suis remonté exprès à la racine. On retrouve le mapping. Donc, ça, c'est le S3. Et ici, où j'ai de la donnée. Et ça, c'est par exemple un repo Git. Bon, après, on ne va pas vous faire tout un déroulé, mais vous pouvez, voilà, vraiment, c'est un notebook comme on a l'habitude de le voir partout, quoi, au final. Donc là, n'oubliez pas, même si j'ai rien lancé, je suis facturé, donc pensez-y quand même. Bien sûr, tout ce que vous faites là, si je télécharge mon notebook Jupyter sur ma machine et que je l'ouvre, ça va fonctionner aussi. Rien n'est propriétaire au final. C'est vraiment tout accessible. Voilà pour la partie notebook. Je suis en train de réfléchir. Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Je regarde quand même ma montre. Ouais, on est bien. On est bien. Une demi-heure. Demi-heure pour le premier produit. Mais c'est le plus. Pour moi, c'est celui où il y a le plus à dire parce qu'il y a le plus de fonctionnalités. D'accord. Il y a plus de fonctionnalités. Allez, on avance. Training. Alors. AI training. Comment on peut le décrire par rapport à un notebook du coup? Pourquoi je ferais du training et pas du notebook? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, AI training, c'est un container as a service, donc du coup, qui permet de lancer des jobs pour faire de l'entraînement, éventuellement du fine-tuning ou tout simplement du pré-processing. Donc c'est quelque chose qu'on... Voilà. Pourquoi du training et pas du notebook? Alors, comme tu disais, contrairement à du notebook où même quand il ne tourne pas, il est facturé, le training, une fois ça s'arrête, la facturation s'arrête. Là, c'est important déjà. C'est un plus, on va dire, pour les clients.
Et puis après, voilà, c'est pareil, c'est managé, on paye à l'usage. D'accord. Pareil, c'est paiement à l'heure, OK. avec le prorata, comme on expliquait Comme tout à l'heure OK. pour AI Notebooks. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Et pareil, on a aussi l'arrêt au bout de 7 jours OK. avec l'auto-restart que le client OK. peut configurer s'il le souhaite. OK, d'accord. Donc là, je suis vraiment dans alors, avec mes mots de développeur, hein, je vais retourner dans un truc un peu d'industrialisation Tout à fait. de CI/CD. C'est-à-dire que si je veux lancer un entraînement, alors, je présume que je pourrais m'amuser à lancer des trucs, essayer de lancer des trucs dans mon notebook, mais c'est quand même plus simple de lancer juste un training, qui va, se start. Alors je l'ai pas montré, du coup, je le montrerai avec le notebook, avec le training, mais on a accès au log dans le manager, mais on y a accès bien sûr, grâce à la CLI. Donc Tout à là, on fait. peut streamer, on peut faire de la recherche de log, etc. Donc, OK. Donc là, on est vraiment dans un truc plus C'est industrialisé. plus automatisé, voilà, industrialisé, exactement. Et Euh, donc, pareil, pour lancer un job, on peut le faire via la CLI et via le manager. D'accord, oui, c'est Toujours le même important. Ouais, principe. ouais. Et vous allez voir, c'est très, très simple. Alors, je pense qu'on va aller Encore une assez fois. vite parce qu'on va retrouver les Une mêmes bonne choses. partie, voilà, Donc, semblable, ouais. donc toujours pareil, localisation. C'est ça. Les ressources qui sont disponibles, donc les différents GPU possibles. Le nombre, la quantité, Ouais. donc encore une fois, pareil. Et puis après, on a les différentes images aussi qui sont disponibles pour AI Training. Alors, souvent, moi, quand je fais mes démos, je dis aux gens, vous pouvez utiliser ces images-là si vous avez vraiment besoin de rapidement, par exemple, d'un truc à faire avec Tensor ou Hugging Face. Moi, quasiment toutes mes démos, en fait, je passe en custom image. Voilà, exactement. Il y a cette possibilité de venir avec votre image et donc du coup pour lancer votre job. Et ce que je fais, c'est que je prends mon code qui est dans mon notebook, Python, je le mets dans un point .py, j'espère que ça marche, et puis derrière, je le lance. Voilà. OK. Je ne l'ai pas, je crois, affiché. On a une petite subtilité sur les images Docker, c'est que si vous devez écrire et lire de la data, il faut utiliser user 42.42.0 dans votre image. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on lance pas en route toutes nos images, on est en rootless, et donc du coup, bah, forcément, si vous voulez qu'à la fin, votre process puisse aller lire, écrire vos données, il faudra lui mettre un user. C'est la seule spécificité à l'arrière qu'on a dans un Dockerfile. Tout le reste, ce sont des Dockerfiles totalement standards. Donc, il faut vraiment vous faire plaisir. Je vous montrerai à la fin un petit peu, on a un peu de code pour que vous puissiez voir, mais voilà, c'est un Dockerfile, tout ce qui est de plus standard. Donc là, c'est toujours pareil. Les registries, on peut les prendre d'où on veut, en public ou sur une registrie privée. Tout à fait. Des accès donc privés. Privacy, c'est pareil. L'expiration, tu en as parlé. Et du coup, ici, on a donc les commandes, si on veut surcharger potentiellement. Alors ça, moi, je m'en sers essentiellement quand je prends les images prédéfinies. Mais moi, sur mes images à moi, en général, je sais ce que je veux dans ma commande. Donc, j'ai déjà mis dans mon CMD de mon Dockerfile, quoi. Et on retrouve la partie S3, donc voilà. la partie. Et c'est là où la partie cache est très importante, parce que, enfin très importante, selon ce que vous faites. Mais si vous avez fait des choses avec votre notebook, c'est bien de pouvoir en profiter après, quoi. Et comme tu dis, le reste n'a pas changé. Pareil pour la clé SSH. Je vais juste montrer ce que ça donne, mais une fois que vous l'avez lancé, alors vous avez différents états. Là, moi, comme je suis un très bon développeur, j'ai que du bien. Et j'ai un interrupt, c'est si jamais vous-même vous choisissez d'arrêter le job. Quand je dis vous, vous en tant qu'utilisateur, hein, pas nous, pas les équipes de Jihad. Et du coup, si je prends par exemple mon dernier entraînement, ce que je voulais montrer, voilà, c'est la partie log. Alors là, elle est dans mon admin, mais bien sûr, tout ça, on peut le récupérer avec la CLI et faire des pipes dessus, s'amuser à faire plein de recherches. Bref, faites-vous plaisir. Donc là, training, on est vraiment sur la partie, on veut faire l'entraînement. Le gros avantage aussi, c'est que on est avec la partie Docker. En mode CLI, on peut donner des variables d'environnement. Si vous pouvez lancer plusieurs jobs avec des configurations différentes. Donc là, on est vraiment en dehors de ce qu'on fait avec le notebook. On ne va pas rééditer des cellules et tout ça. Vous pouvez vraiment industrialiser le truc, faire vraiment plusieurs entraînements, les comparer. Moi, je sais qu'on a une ML engineer chez nous, Eléa, qui aussi fait après des analyses avec les weight and biases ou des choses comme ça. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir pour arriver à un modèle qui répond le plus à vos attentes, quoi. Il y a beaucoup de possibilités d'automatisation, d'industrialisation, et c'est le vrai plus des AI training par rapport à une autre aussi. Et n'oubliez pas, l'avantage, c'est que la facturation s'arrête quand c'est fini. Oui. Et ben on va arriver sur le dernier produit côté MLS. AI
AI Deploy, donc là, encore une fois, c'est un Container as a Service. Donc, pareil, on arrive à la fin, on va dire, d'un parcours classique d'un projet machine learning. Une fois on a fait l'entraînement, on a envie de déployer et d'exposer en fait ce qu'on a fait, donc le modèle ou l'API. Donc, ça passe par AI Deploy. Et c'est important ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on est en train de se dire qu'on va déployer potentiellement une API qui va nous permettre d'accéder au modèle. On peut aussi déployer une appli qui va faire de l'inférence directement sur le modèle. Exactement. Donc là, on reste dans l'écosystème IA, mais là, on monte dans la partie consommation du client final, quelque part, de ce que je veux faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est compatible avec les LLM aussi. Oui. C'est vrai qu'actuellement, tout le monde parle de LLM, c'est le plus utilisé. Donc, on peut le faire aussi avec AI Deploy. Ouais, c'est super important ce que tu dis, parce qu'effectivement, on va vous montrer derrière, on spoil, mais des LLM avec un nombre fini de modèles. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas déployer d'autres modèles. Et justement, AI Deploy, on verra pourquoi je vous dis que c'est l'outil parfait. C'est que c'est vraiment l'outil parfait pour prendre un modèle sur Hugging Face, le déployer avec VLLM, par exemple. Choisir votre infra voilà. Et après le déployer. Donc, ça, c'est super utile. Et moi, je suis content avec Deploy parce que je commence à arriver dans ma zone de développeur où je peux faire des applications. Donc, pareil, la création, enfin, on va retrouver le même parcours, hein, c'est-à-dire d'abord ensuite les flavors, ensuite toujours pareil. Alors, on avait un catalogue. Enfin, je parle au passé. C'est juste que voilà, c'est pas le truc qu'on va pousser le plus. Donc, vraiment, on est sur l'optique custom image. La petite différence qu'on a où on peut s'arrêter, c'est la partie scaling, parce que ça, on l'a pas sur les autres produits à notre main. On peut dire, voilà, je veux gérer mon scaling horizontal. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut faire CPU et RAM. Tout à fait. Et ça, c'est dans le monde cube, en général, on est plutôt focus sur la partie CPU. Donc ça, c'est plutôt bien. Et avec, bien sûr, le classique threshold pour le faire, quoi. Donc ça, c'est cool. Donc ça scale de minimum 1 jusqu'à, pour l'instant, on verra après peut-être qu'on aura plus, moins, et jusqu'à, je ne sais plus combien de maximum, mais ça va beaucoup. Et je dis pour l'instant parce que très bientôt, on va avoir le scale à 0. Et donc, du coup, ça, c'est super intéressant pour les utilisateurs. Comme ça, quand c'est pas utilisé, ça permet d'arrêter, en fait. Et l'utilisateur pourrait aussi choisir à partir de combien de temps on arrête, en fait, quand il reçoit plus de code, à partir de combien de temps on passe à 0. Donc ça, c'est vrai news, c'est-à-dire que c'est quasi. Voilà, ça, c'est très bientôt. Ça arrive. Ok. Tout à l'heure, j'ai dit bientôt. Ouais, là, c'est très bientôt. Ok, d'accord, super. Donc ça, c'est super cool. Encore une fois, je présume que quand il est scale to 0, la facturation, elle est différente, voire arrêtée. Je ne sais pas comment ça va. Elle est arrêtée. Donc ça, c'est important parce que, encore une fois, moi, pour mes petites démos, souvent, AI Deploy, je mets une CPU. Mais maintenant, il y a des modèles. On parlait par exemple de déployer son propre modèle. Voilà, de l'inférence sur des modèles qui viennent de Hugging Face. Trouver des modèles qui tournent bien sur CPU, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir de la facturation sur quelque chose que vous n'utilisez pas. Donc, franchement, ça, c'est super top. Et je sais qu'il y a beaucoup de clients qui l'attendaient, parce qu'ils nous l'ont demandé. C'était très, très demandé par nos clients. Le HTTP port, c'est juste que très souvent, on va exposer des ports. Donc, par défaut, en fait, nous, on vous map ça. Donc, voilà, c'est 80-80. Et puis, bon, le privacy, on en a parlé, je pense, longuement tout à l'heure. Les volumes, c'est pareil. La petite subtilité, alors, parce que derrière, on vient quand même du monde cube, et ça, c'est quand même très agréable aussi pour les gens qui gèrent les infras, c'est que vous avez un petit readiness probe pour savoir si tout va bien ou si tout va mal. Exactement. Choix. Tout à fait. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais on reste sur la même logique par rapport aux autres. Ouais. Donc, on prend toujours notre image Docker, toujours avec un user 42.0 si besoin d'aller manipuler de la donnée par nos images. Là encore, on rappelle tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire qu'on est en mode pass, donc on s'arrête on gère tout de notre côté et c'est l'applicatif qui est géré par nos clients. Tout à fait. On a parlé du scale-up et du scale-down, mais bien sûr, faites attention, c'est-à-dire que si vous commencez à mettre, je ne sais pas, 10 scale-up et que la facturation va venir avec, on est d'accord, hein, de toute façon, tout est bien indiqué en termes de prix et tout, donc voilà. Donc mais c'est comme avec nos cubes, c'est comme avec tout en fait. Il y a vraiment toujours ça, quoi. Comme le temps avance et qu'il faut quand même qu'on parle de notre chouchou, de mon chouchou. C'est mon chouchou. Il paraît qu'on n'a pas de référence dans les enfants, mais quand même, j'avoue que voilà. Dans les produits, si. Ouais, c'est vrai. Je vous montre juste, on a tout ce que je vous ai montré aujourd'hui sur GitHub, OVH/Public Cloud Example. Vous avez un répertoire AI. Et Rock Paper Scissors, c'est une petite démo que moi je fais qui vous permet de créer un notebook
d'entraîner et de faire une application qui est basée sur YOLO, un modèle de reconnaissance d'image, et vous apprenez ce modèle en fait à jouer à pierre-feuille-ciseaux, chose qu'il ne sait pas faire avant l'entraînement. Donc voilà, c'est très simple, et l'avantage, c'est que vous avez vraiment tout le cheminement qu'on vient de faire avec tous les produits. De toute façon, ça va être partagé, je pense, dans le chat. Oui, tout à fait, c'est en train d'arriver. Allez, sur les 10-15 minutes qui nous restent, AI Endpoint. Alors, je te laisse. C'est quoi l'objectif pour nous? C'était de démocratiser l'intelligence artificielle. Okay. Comme je disais, en fait, sur la partie MLS, on cible quand même principalement des data scientists, des ML engineers. Alors oui, il y a des développeurs qui peuvent l'utiliser. Qui tentent, comme moi. Mais en tout cas, AI Endpoints, l'objectif, c'est vraiment de démocratiser l'IA, de la rendre accessible à un plus grand nombre, et notamment des développeurs. Donc, on leur met des modèles qui sont prêts à l'emploi, donc qui ont été optimisés par nous et qui sont prêts à être utilisés pour faire de l'inférence. Okay. Et on peut parcourir du coup, le website pour voir un peu tout ce qu'on propose. Hop. Donc là, c'est nos fonctionnalités que tu viens d'annoncer. Et juste pour le dire pourquoi, moi, c'est mon chouchou, c'est parce que tu l'as dit, tu as mis le mot développeur. Donc là, vraiment, je vais pouvoir faire mon boulot de dev de tous les jours, utiliser, on va voir des modèles comme on le fait avec OpenAI, Mistral, etc., sans avoir à gérer la partie data science / ML engineer, quoi. Exactement. Donc, ça, c'est le site. Bon, à la rigueur, les gens pourront aller voir. Juste un petit mot, parce que c'est fait en plus par une personne qui fait un super boulot sur les intégrations. Parce que du coup, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il paraît que ça bouge un petit peu vite, l'IA. Et on a beaucoup d'outils qui sortent. Et du coup, on a une personne qui fait un super boulot là-dessus. On peut le dire, c'est Elias. C'est Elias. Bravo pour tout le travail qu'il fait. Et aussi, en fait, ce qu'il aide dans ce travail-là, c'est que les équipes travaillent au maximum pour qu'on soit compatible à l'aspect OpenAI. Et donc, du coup, ce qui facilite ces intégrations-là. Et aujourd'hui, vous pouvez nous appeler via plusieurs outils qui sont sur le marché, donc comme Hugging Face, la TLLM, ainsi de suite. Ça, c'est top. Et je vous montre juste, moi, ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est que si vous avez un IDE et que vous voulez un assistant de code boosté à l'IA, pour ne pas prononcer son nom, avec nos modèles et les plugins comme Continue ou KiloCode, ça fonctionne très, très bien. On parlera un petit peu de tout ça sur la suite. Donc, si on rentre un peu dans le détail. Donc, du coup, là, je montre juste ça. C'est juste pour vous expliquer. Dans le manager, vous avez tous les modèles, vous avez votre consommation de tokens. On y reviendra, la facturation des tokens, mais en fait, on va facturer une consommation de tokens en entrée et en sortie. C'est toujours bien de savoir ce qu'il faut. On a un mécanisme d'API key. Si je n'en crée pas, je peux quand même un peu accéder à AI Endpoint. Un tout petit peu. Pour tester et tout, on va le voir tout à l'heure, donc notamment sur la partie Playground, voilà. Pour tester des modèles. Et si j'en crée une, ça ouvre beaucoup plus les vannes pour pouvoir le faire. Donc, vraiment de manière classique, ne faites pas comme moi, mettez une date d'expiration sur vos API keys, s'il vous plaît, ça sera beaucoup mieux. Et si j'affiche, du coup, ce qui va nous intéresser, le site d'Endpoint, où on va pouvoir voir qu'on a vraiment beaucoup de choses. Tout à fait. On a plusieurs catégories. Donc, on a bien sûr les LLM, les reasoning LLM, tout ce qui est code LLM aussi. Et on a les embeddings, bien sûr, pour pouvoir faire du RAG ou autre. On a tout ce qui est audio analysis, donc du speech to text notamment avec Whisper, du text to speech avec des modèles de chez NVIDIA. Et on a aussi un modèle de génération d'images, donc c'est le Stable Diffusion XL. Il a le mérite d'être là, il est gratuit pour les clients qui aimeraient tester. Mais il marche très bien, moi je l'utilise, ça marche très très bien. Et voilà, donc c'est une liste qui évolue. Vous savez très bien, quasiment toutes les semaines, on a des nouveaux modèles qui apparaissent et tout. Ouais. Donc nous, pour pouvoir vous proposer les modèles les plus récents, ça nous demande aussi de décommissionner certains modèles, donc les modèles les plus vieux ou les moins utilisés par nos clients. Alors bien sûr, on ne va pas venir décommissionner du jour au lendemain. Oui, donc, on a 2 heures quoi, pour le faire. Non, bon, mince. Donc, on a bien un life cycle pour maîtriser tout ça. Et donc, du coup, un modèle, il est décommissionné au bout de 3 mois. Okay. Donc, il y a une communication qui est partagée aux clients qui l'utilisent. Ils sont bien notifiés et on leur communique la date de décommissionnement, mais c'est 3 mois après cette communication. Okay. Donc, en fait, je ne le vois plus dans le catalogue, mais je ne panique pas. Pendant 3 mois, j'ai le temps de me retourner, quoi. Exactement. Okay. On l'enlève du catalogue pour, entre guillemets,
qu'il y ait des nouveaux Bah clients oui, sinon, qui l'utilisent, sinon on ne va jamais le décommissionner. Mais par contre, les clients qui l'utilisent, même s'ils ne le voient plus dans le catalogue, ils peuvent continuer à l'utiliser sans aucun problème pendant 3 mois. Ok. Et du coup, je vois un truc, je vais tout de suite te poser la question parce qu'on n'arrête pas de me la poser. On expose potentiellement du Qwen. Oui. Mais Qwen, c'est un modèle chinois. Alors oui, c'est un modèle chinois qui est fait par Alibaba. Mais par contre, attention, vos données, ils ne sortent pas de chez nous. C'est des modèles open weight qui sont chez nous. On les déploie chez nous, c'est-à-dire qu'on ne va pas requêter sur Alibaba et revenir chez nous. Ah, d'accord, ok. On prend le modèle, on l'optimise, on le travaille et on le déploie pour nos clients. Donc, tout se passe sur nos infrastructures, les infrastructures de OVH Cloud qui sont en France. D'accord. Donc, voilà. Et on fait de l'inférence, on est bien d'accord. C'est-à-dire que faites vos requêtes, on les donne au modèle qui fait sa magie et qui nous renvoie sa réponse. Nous, les données derrière, on ne les utilise pas et on ne fait pas de surentraînement, de réentraînement de modèle avec vos données. Je te propose de faire un petit zoom sur un modèle que… Hop là, perdu. Si je ne prends pas la bonne catégorie. Oui, dernièrement, tu fais bien de le montrer, mais juste pour info, dernièrement, on a ajouté aussi des LLM Guard qui sont aussi disponibles. Ça, c'est assez magique. En bêta, gratuit. Testez-les et faites-nous un feedback. Tout à fait. Parce que la partie guard, c'est très compliqué sur la partie IA. C'est-à-dire, en 2 mots, la partie guard, ça va être de pouvoir valider que votre modèle ne répond pas ou n'a pas en entrée n'importe quoi. Et sauf que n'importe quoi, selon les pays ou les régimes, vont dire politiques, c'est pas la même chose. Exactement. Donc, du coup, voilà, on est très preneur de vos retours. C'est en bêta, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks. Donc, faites-nous vraiment ça quand vous voulez. Donc, j'en prends un qui est peu connu, GPT. Je ne sais pas si ça va parler aux gens. Donc, on a un modèle GPT OSS 120B. Un petit zoom dessus. Alors, juste sur le panneau de gauche, sur la partie token, donc on voit qu'on a 8 centimes et 40 centimes de l'autre. On est sur du million de tokens, on est d'accord? Donc, le prix est par million de tokens et pour certains modèles, le prix il est différent entre les tokens, les input tokens et les output tokens. D'accord, ok. Sur les modèles de raisonnement, comme par exemple OSS GPT, faites aussi attention, mais ça c'est comme tout le monde, c'est que la partie raisonnement consomme du token. C'est ça, il est un peu bavard. Oui, il peut un peu. Alors, on a plein d'options, je ne montrerai pas, mais on peut, et moi c'est les gars de ton équipe qui m'ont donné cette astuce-là parce que je ne la connaissais pas, on peut lui indiquer en gros, réfléchis moins. Oui. Et comme ça, il génère un peu moins de tokens. Donc, vous le verrez dans les spécifications de l'API. On a les fonctionnalités qui sont résumées là dans le cas où des modèles n'ont pas forcément toutes les fonctionnalités. Exactement, mais on retrouve le function calling qui est quand même disponible pour tous nos modèles. Donc, pour celui-là, le reasoning, pour d'autres, ce n'est pas le cas parce que le modèle, il est fait comme ça. Oui. Et puis après aussi, la fonctionnalité du streaming. Voilà, qui est hyper intéressante. On a les formats de sortie, les 3 standards. Alors, c'est pareil, je ne sais pas s'il y a des modèles qui ne supportent pas, mais en tout cas, la plupart, je crois, sont compatibles. Et parce que tout le monde nous pose la question, vous avez le rappel de la taille de contexte et du nombre de paramètres. Alors, le nombre de paramètres, c'est plus pour se dire, j'utilise un modèle avec des gros paramètres. Ce qui est quand même, la taille de contexte, elle est importante, 130 000 tokens. Donc, faites attention, pareil, gérez bien vos envois et vos réceptions parce que ça peut très vite monter dans le cadre de modèles comme ça. Tous nos modèles sont faits pareil sur la console d'admin. On a un playground. Un playground donc, qui vous permet de tester le modèle. Je tente un truc qu'il ne faut pas faire, mais… En attendant, et d'ailleurs, il y a un gros travail qui est en train de faire par nos développeurs front pour revoir le playground. Donc, on va très bientôt avoir un playground qui est plus sympa, où vous pouvez faire plus de choses aussi. Donc, vous allez pouvoir aussi déjà jouer avec les paramètres, les modifier pour voir les différentes réponses qu'ils vous donnent. Et aussi, la grosse fonctionnalité qui va arriver, c'est de pouvoir comparer 2 modèles en plus. Donc, voilà. Ça, donc là, je rends Moello, je coche 2 trucs et ça me montre la réponse à chaque fois. C'est bien ça. 2, 3, voilà. J'ai hâte de tester. Toujours pareil, c'est pas un chatbot de prod. Non, voilà. On est d'accord. En rate limit, c'est limité. Le but, c'est vraiment que vous testiez, que ça vous donne envie. Et puis, derrière, d'aller utiliser nos endpoints directement. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a aussi des stats ici pour voir un petit peu. Et vous voyez ici, c'est la partie bêta des guards dont on vous a parlé, où on vous indique qu'a priori, Hello, c'est l'air d'être safe. Voilà, c'est cool. Donc, il ne s'est pas trompé. Voilà, il ne s'est pas trompé, c'est bien. Après, on va faire rapidement, mais vous avez toutes nos API compatibles, comme disait OpenAI, comme disait Jihad. Vous avez la doc OpenAPI. Ce n'est pas facile entre OpenAI et OpenAPI.
Et pour vous le montrer, je préfère vous montrer l'exemple. Voilà, typiquement, donc là, c'est un petit exemple en Python. On voit ici qu'on a la partie URL, qui est vraiment comme de l'OpenAI, et nous, on indique le modèle derrière. Derrière, vous mettez le payload avec toutes les options possibles. Donc ça, je vous laisserai aller voir la doc qui explique ça. Et puis, bah, vous voyez, hein, là, il n'y a pas marqué une porte OVH Cloud ou tout ça. On fait vraiment du code classique, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est super intéressant. Je ne sais plus si… Voilà. Donc là, il y a l'exemple avec, par exemple, on utilise même le provider OpenAI. Et au final, bah, on a juste à donner un endpoint et derrière, on fait de l'OpenAI. Donc ça, c'est hyper pratique pour l'intégrer dans tous nos frameworks parce que quand on est dev, on veut vraiment faire ça. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur AI Endpoint? On a des exemples, plein d'exemples. Tout à fait, donc qui sont accessibles à tout le monde. Tout le monde Si sur les GitHub. personnes veulent l'utiliser. On a aussi des tutos Ouais, qui sont disponibles. Des tutos aussi sur certaines intégrations qui vous accompagnent et qui vous montrent comment utiliser AI Endpoints dans le cadre, voilà, par exemple, de Hugging Face, KTLM, ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à les tester, à nous faire un feedback, en sachant que ça va très très vite, que ce soit pour les codes sources ou pour les tutos. Donc, nous en voulez pas si de temps en temps, on n'est pas à la page du dernier outil, ça va super vite. Donc, mais faites-nous des feedbacks, allez nous mettre un petit POC dans la partie Discord. Comme ça, nous, encore une fois, c'est avec plaisir qu'on vous répond. On a été super bavard. On va quand même finir sur 2-3 annonces de ce qu'on voulait, dont on voulait parler. Pour ça, je vous laisse aller voir. On a une page labs.vhcloud.com, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Où dedans, on a des petites choses sur AI. Alors, moi, je vais parler d'une première. C'est notre serveur MCP. Encore une fois, serveur MCP, c'est en bêta. Donc, faites attention. Ça va vous permettre une troisième ou quatrième façon de faire, c'est-à-dire que vous avez les API, vous avez Terraform, vous avez la CLI. Avec le serveur MCP OVH, vous allez pouvoir piloter vos ressources dans vos projets publics cloud. S'il vous plaît, faites attention, mettez en place des validations humaines. N'allez pas me supprimer tous vos projets publics cloud juste parce que vous avez mal écrit un truc. Donc, voilà, testez-le. Faites attention, si possible, testez-le pas forcément sur vos projets les plus critiques, mais ça fonctionne plutôt pas mal et on est en train de rajouter pas mal de fonctionnalités. Toute l'API n'est pas encore présente, hein. Faites attention. On a aussi les next-gen en early access. Exactement. Alors, ce programme, il va permettre à des utilisateurs de tester en avance de phase les nouveaux GPU qu'on va proposer, donc avant que ce soit officiel. Donc voilà, ça vous permet de benchmarker, de tester et tout, et aussi de nous faire vos retours. Et comme ça, vous savez déjà comment les utiliser une fois ils seront proposés de manière officielle. Donc là, je suis client, genre le H200, ça m'intéresse, je peux me mettre dans la liste en disant, quand il y a moyen de tester, vous pensez à moi, je peux tester pour… il y a le contact us, donc c'est une adresse mail. Vous envoyez votre demande. Si vous pouvez aussi expliquer votre cas d'usage, dans quel contexte et tout, ça nous aide également. Mais voilà, en tout cas, c'est une possibilité, c'est quelque chose qui est mis en place. Et là, aujourd'hui, on a les H200, les MI 325X et les B200. Et bien sûr, quand on aura des nouvelles cartes, bah, ça va évoluer. Ça va évoluer, forcément. Ouais, c'est cool ça. Oui, évitez de demander une B200 pour faire juste un tri de fichier. Ouais, voilà. Autre chose, Shai, alors ça avait été annoncé de mémoire, il y a eu une démo au dernier Summit. Donc, c'est un dev en interne qui s'est lancé dans la création d'une CLI boostée à l'IA. Ça a bien pris, il a tout de suite open sourcé. Donc, pareil, allez voir, c'est bien sûr nativement compatible avec nos modèles, mais un peu toujours la même philosophie. On l'a ouvert ailleurs. Donc, si vous avez un abonnement sur d'autres providers, ça va fonctionner aussi. Faites-nous vos retours. C'est écrit en Rust. Donc, pour les aficionados de Rust et que vous voulez faire un peu de projet open source Rust, allez-y. Il y a plein de choses à voir. Vous allez voir, c'est super sympa. Voilà, c'est open source, donc tout le monde peut participer. Ça, c'est super cool. Et alors, je te remonte pour que tu aies les 3 trucs. Et ça, c'est les dernières petites choses aussi qu'on voulait vous montrer. Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu les nouveautés, on va dire, et la suite de AI Endpoints, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que AI Endpoints, ça répond à une bonne partie des besoins, mais il y a des besoins qui sont assez spécifiques et qui nécessitent, on va dire, des solutions spécifiques. Donc, le premier truc, AI Endpoints, donc c'est le truc de base qu'on vous a présenté juste avant. Le deuxième truc, donc, c'est AI Endpoints Fast API. Donc, avec ça, en fait, on va pouvoir introduire une inférence optimisée avec une performance garantie. Donc, c'est très utile pour les cas d'usage en temps réel, comme par exemple les chatbots, les agents, ou si vous voulez exposer une API, on va dire, à un client final. Donc, c'est très simple. L'objectif, c'est d'avoir des réponses rapides, prévisibles
et facile à intégrer. D'accord. Donc, tout en restant dans le même principe de se dire, le but, c'est de respecter l'aspect OpenAI. Et nous, on s'engagera dans le Tout à fait. contrat, correctement, on dira, on s'engage à vous répondre avec ce TTS, ou je ne sais pas comment on fera, mais Ainsi de ok. suite. Donc, voilà, c'est vraiment une performance qui est garantie Ok. et qui n'est pas proposée par plusieurs de nos concurrents. C'est cool. La troisième solution, donc c'est AI Endpoints Batch API. Donc ça, c'est pensé pour les traitements asynchrones et à gros volume. Donc c'est vraiment utile quand on veut analyser des milliers de documents. Genre l'embedding, par exemple. Voilà, tout à fait. Okay. Faire de la classification, faire de l'enrichissement de données, pas à temps réel, bien sûr. Donc là, ça va être très simple. Le client, il va envoyer son batch. On va le traiter et puis dès que c'est prêt, le client, il va pouvoir le récupérer. Okay. Et on reste sur le même principe, donc avec une maîtrise assez fine. Okay. Et du coup, quand on fait ça, on ira sur une facturation identique ou il y aura une petite adaptation vu qu'on accepte le J+1 ou J+2, je ne sais pas comment. Il y aura une adaptation en fait, et on va s'engager par contre sur le délai de traitement. On okay. ne va pas vous dire… Oui, genre réponse dans 20 jours. Exactement. Enfin, donc il y aura un engagement par rapport au délai de réponse et il y aura aussi une adaptation par rapport à la facturation, donc par rapport à AI Endpoints. Ce qui est caché derrière, et c'est vertueux, c'est que nous, ça va nous permettre d'occuper nos GPU sur des plages qui ne sont pas souvent demandées, quoi. Donc, voilà, et vous permettre en fait de payer moins cher pour des traitements où vous n'avez pas besoin de temps réel et vous pouvez les faire en asynchrone. Ouais, carrément. Et puis il y a un dernier produit qui n'est pas mentionné là et qui est très intéressant, qui va arriver aussi. Donc c'est un peu la continuité pour le coup de AI Deploy. Donc tout à l'heure, on vous a dit les custom images, on ne va pas trop aller là-dedans. Donc c'est Dedicated Endpoints. En fait, l'objectif, c'est de permettre aux utilisateurs de déployer facilement un serveur d'inférence, donc à partir d'un modèle du catalogue, donc qui est exposé via une API standard, sans aucune connaissance, on va dire, ou compétences en conteneurisation, en choix d'infrastructure, ou encore en tout ce qui est configuration de moteur d'inférence. Donc là, vraiment, on va cibler les clients qui veulent consommer de l'IA de façon isolée sur une infra qui est dédiée, sans vraiment se soucier de la complexité technique sous-jacente. Et peut-être que ça permettra d'avoir des modèles qui potentiellement ne sont pas au catalogue ou qu'on a décidé de décommissionner, comme on disait tout à l'heure. Voilà, mais moi, je continue de le mettre en dedicated, quoi. Exactement, sur une infra qui est dédiée. Donc voilà. Okay. Un peu pour les nouveautés qui vont arriver. Ça, c'est énormément attendu. Dedicated Endpoint. Mais je ne mets pas la pression sur nos équipes. Ça va arriver, t'inquiète pas, Stéphane. On arrive sur la fin, je sais, parce que en régie, possible de mettre un micro. Ah, a priori, les petits problèmes de son. On verra après en replay si. Désolé s'il y a des petits problèmes de son. Pourtant, on a tous les non, deux des ouais, normalement. Alors peut-être qu'il y en a un qui est tombé en rade, mais on verra au replay. On fera de la magie sur le replay. On va arrêter là la présentation parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Juste ajouter un petit truc qu'on a oublié de dire. Ah oui, qui me semble mais oui. Tous nos produits, donc AI et même AI Endpoints, notre produit le plus récent, donc ils sont tous certifiés HDS, donc pour tout ce qui est données de santé, et certifiés ISO 27001. Donc voilà, c'est quelque chose de très important pour nous. Et donc on fait en sorte de passer les bons audits pour avoir ces certifications-là. Et ça, c'est important par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait aussi qu'on déploie des modèles open weight sur nos infras. Ne vous arrêtez pas sur les modèles qu'on expose. On essaie de vous exposer les modèles les plus utilisés du marché. Et avec toujours la garantie de sécurité, de souveraineté qu'on met au plus haut dans nos approches et dans nos prérogatives. Donc, voilà, concentrez-vous sur le fait que vous avez le service du modèle avec tout le reste de VH Cloud que vous connaissez. Donc voilà. Ça a été dense, on savait que ce serait dense. Hein. Dites-nous après dans le Discord ou dans même les commentaires, n'hésitez pas, on pourrait refaire des Zooms. Tu disais que tu as une super équipe, donc ils vont tous me détester, mais du coup, peut-être en inviter quelques-uns de temps en temps pour justement faire un Zoom sur chaque produit, montrer comment on l'utilise, montrer comment on déploie quelque chose. On l'avait fait un peu au tout début quand je suis arrivé chez OVH, j'étais avec Eléa. Il y a 4 ans. Moi, j'avais fait avec Eléa et je pense que ce serait pas mal de se reposer sur tout ce qu'on a vu et dire voilà, on va vous montrer comment un notebook, comment on l'utilise, comment on le déploie, pareil pour tout ça, pareil pour Endpoint, faire plein de démos, mais il fallait faire des choix. Donc, du coup, on ne pourra pas le faire.
Jihad, je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation. Moi, j'ai encore appris plein de trucs aujourd'hui, donc c'est cool. Merci à toi, merci de nous donner aussi l'opportunité de présenter le super travail qui est fait par les équipes. Vraiment, les équipes sont superbes et elles font un super boulot. Et c'est important de le montrer, de le présenter. On a de la chance, on a vraiment des très très belles équipes sur la partie IA et ailleurs, mais moi, c'est les équipes que je vois au jour le jour. Un petit merci aux gens qui sont de l'autre côté de la caméra, parce que voilà, on a dit beaucoup de choses, beaucoup de liens, et il a fallu qu'ils mettent tous ces liens-là. On se retrouve normalement dans à peu près un mois, si tout va bien. Toujours pareil, avec un nouveau sujet. On a plein de sujets qui peuvent être sympas dans notre besace. On pense à parler peut-être un peu de quantum à un moment donné, parce que ça nous semble être un truc sympa. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé de cube, donc on essaiera aussi de vous reparler un peu de cube. En tout cas, Jihad, merci beaucoup. Merci, et puis, à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, et puis à très vite, tout le monde. Ciao. Au revoir.